Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée à la question du financement des entreprises, en particulier du financement externe des entreprises lorsqu'elles ont recours à l'endettement. On va distinguer deux cas de figure, le crédit bancaire, mais aussi et surtout le cas qui est un peu plus technique et donc un peu moins connu, qui est le financement externe par endettement par recours aux obligations. Mais voyons pour commencer ce que nous dit le programme sur cette question. Cette notion d'obligation apparaît dans le programme au niveau de ce questionnement. Comment les agents économiques se financent-ils? Plus précisément, il va s'agir pour nous de comprendre que les entreprises se financent par autofinancement, mais aussi par financement externe. Donc on le voit ici, les obligations font partie des modalités de financement que l'on va appeler externes. Pour bien comprendre cette notion, un certain nombre de préalables sont nécessaires. Vous devez avoir en tête ce qu'est le besoin ou la capacité de financement, mais aussi maîtriser la notion de taux d'intérêt. On va imaginer une entreprise, en l'occurrence une grosse entreprise, puisque seules les grosses entreprises ont accès au financement par obligation. Eh bien, on va imaginer que cette grosse entreprise est en situation de besoin de financement, c'est-à-dire que son épargne est inférieure à son investissement. Alors pourquoi elle a un besoin de financement? Parce qu'elle veut investir dans l'acquisition d'une machine supplémentaire pour un montant de 1 million d'euros. On va imaginer que cette entreprise souhaite se financer par endettement, donc cela exclut le financement par émission d'actions, ce qui lui laisse donc deux possibilités. Première possibilité, c'est un mode de financement classique, c'est l'emprunt bancaire. On va imaginer qu'elle pourra emprunter à une banque 1 million d'euros à un taux d'intérêt nominal de 5%. Deuxième possibilité, ça va être l'émission d'obligations. En l'occurrence, on va imaginer qu'elle émet, donc qu'elle crée, qu'elle met en vente 10 000 obligations d'une valeur nominale chacune de 100 euros. Donc on voit bien que le nombre total d'obligations, 10 000, multiplié par la valeur d'une obligation, correspond à la valeur de l'investissement. Et on va imaginer que cette émission d'obligations va se faire à un taux de 3%. Donc elle va émettre, c'est-à-dire vendre des obligations dont elle devra rembourser le montant augmenté d'intérêt calculé à partir d'un taux d'intérêt de 3%. Alors on rappelle qu'une obligation, c'est à savoir, est un titre de créance, autrement dit l'entreprise s'engage à rembourser le montant de l'obligation, donc un titre de créance ouvrant droit à versement d'intérêt et à une possibilité de vente sur le marché secondaire. Autrement dit, l'investisseur qui va acheter là où les obligations de l'entreprise le fait parce qu'il espère en retirer un intérêt, c'est-à-dire ici 3% de la valeur de l'obligation, et il sait, notre investisseur, qu'il aura toujours la possibilité de vendre l'obligation qu'il aura achetée sur le marché secondaire, c'est-à-dire le marché de l'obligation d'occasion. On va imaginer que 3 investisseurs sont intéressés pour acheter les obligations de notre entreprise. L'investisseur 1, ça peut être une entreprise, une banque, peu importe, achète 5 000 obligations, ce qui revient donc en fait à prêter à l'entreprise 500 000 euros. Le deuxième achète 2 000 obligations, ce qui revient à prêter 200 000 euros. Et enfin le troisième achète 3 000 obligations, ce qui revient à prêter 300 000 euros. Alors pour savoir quel est le mode de financement le plus intéressant, le crédit bancaire ou l'emprunt obligataire, il faut que l'on regarde à combien vont s'élever les sommes à rembourser et donc les intérêts que l'on va devoir verser. On va commencer d'abord par étudier le cas du crédit bancaire. On sait que lorsqu'on fait un crédit, on doit rembourser le montant de ce crédit avec des intérêts et la somme que l'on doit rembourser mensuellement ou annuellement s'appelle une
annuité. Le montant de l'annuité se calcule à l'aide de cette formule. Donc C, c'est le capital emprunté, multiplié donc par le taux d'intérêt sur 1 moins 1 plus le taux d'intérêt à l'exposant moins n. Ça va donc nous donner l'annuité, c'est-à-dire la somme à rembourser chaque année. On applique la formule, donc on est ici sur un capital emprunté de 1 million d'euros avec un remboursement échelonné sur 5 ans à un taux de 5%. Ça nous donne donc une annuité de 230 975 euros. Et important à noter, cette annuité va être la même chaque année. Donc chaque année, notre entreprise va rembourser à sa banque la même somme, la même annuité, égale à 230 975 euros. Donc au final, elle va rembourser une somme égale à chaque annuité multipliée par le nombre d'années de remboursement. Donc on multiplie chaque annuité par 5, ça nous donne une somme remboursée de 1 154 874 euros. Sachant que le capital emprunté était de 1 million d'euros, on peut donc en déduire les intérêts versés qui sont égaux à la somme remboursée moins le capital emprunté. On trouve ici des intérêts qui vont s'élever à 154 874 euros. Donc les intérêts correspondent à la somme que l'on va verser en plus du capital emprunté. Passons maintenant à la deuxième modalité de financement qui est l'emprunt obligataire. Alors la particularité de cette forme d'emprunt, vous le voyez ici, c'est que le remboursement s'effectue certes sur 5 ans, sauf que les 4 premières années, donc de 2019 à 2022, on ne va rembourser que les intérêts. Et la dernière année de remboursement, donc en 2023, la 5e année, on va rembourser toujours les intérêts plus la valeur du capital emprunté. Donc ça, c'est une particularité de l'emprunt obligataire. Je le répète, on rembourse les intérêts et uniquement les intérêts les premières années. Et la dernière année de remboursement, on rembourse les intérêts augmentés du capital emprunté. Alors comment ça va se passer? Les annuités, cette fois-ci, sont égales donc aux intérêts pour les 4 premières années, c'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué au capital emprunté. Donc on le calcule, on trouve une annuité de 30 000 euros. Donc cette annuité va être la même les 4 premières années, vous voyez ici, les 4 premières années de remboursement. Alors les choses vont changer donc à la 5e année puisqu'il faut rembourser le capital emprunté en plus des intérêts. Alors comment ça va se passer? Donc c'est l'annuité de l'année 5, les intérêts plus le capital. Autrement dit, on a la même formule de calcul des intérêts plus la valeur du capital. Ça nous permet d'observer que la dernière annuité, c'est-à-dire la somme que l'on va rembourser la 5e année, va s'élever à 1 30 000 euros. Donc on a toutes les informations nécessaires pour calculer la somme remboursée. Donc on fait tout simplement la somme de toutes les annuités, ce qui nous permet d'en déduire la valeur des intérêts versés. Donc la somme remboursée moins le capital emprunté. On trouve ici 150 000 euros d'intérêt. Alors si on compare chacune de ces modalités, crédit bancaire et emprunt obligataire, on observe que la façon de rembourser le crédit n'est pas la même. Le crédit bancaire se fait par remboursement d'annuité constante, alors que le remboursement du crédit obligataire se fait par remboursement d'annuité constante les 4 premières années. En revanche, la 5e annuité est plus élevée parce qu'il faut également rembourser le capital. Donc il faut être en mesure pour l'entreprise d'être capable de rembourser une somme quand même relativement importante, en tout cas bien plus importante que celle versée les années précédentes. Deuxième différence, on la retrouve ici au niveau des intérêts versés. Donc on le voit, on pouvait s'y attendre, puisque le taux d'intérêt était respectivement de 5% et de 3% pour chaque fonds d'emprunt. On constate que les intérêts versés sont plus faibles dans le cas de l'emprunt obligataire que dans le cas
de l'emprunt bancaire. Donc, dans l'hypothèse où l'entreprise serait capable d'assumer un gros remboursement la 5e année, alors il sera préférable pour elle d'utiliser l'emprunt obligataire plutôt que l'emprunt bancaire, car les intérêts versés sont moins élevés. Voilà, j'espère que la première partie de cette vidéo vous a paru claire. Vous devez donc maintenant être en mesure d'expliquer qu'est-ce qu'une obligation, comment fonctionne le financement par obligation et qu'est-ce qui le distingue du financement par crédit bancaire. Passons maintenant à la deuxième partie de notre vidéo. Il va s'agir pour nous de comprendre que puisque une obligation est un titre financier, comme une action, alors elle peut être échangée, c'est-à-dire vendue, puis rachetée, sur le marché secondaire des obligations. Objectif pour nous, comprendre comment fonctionne ce marché et comment se détermine le prix d'une obligation sur ce marché. On va imaginer maintenant que l'un de nos investisseurs souhaite revendre les obligations qu'il a achetées auprès de l'entreprise de départ. Donc pour X raisons, peut-être qu'il ne fait plus confiance dans la capacité de l'entreprise à le rembourser, peut-être qu'il juge que les intérêts qu'elle lui verse ne sont pas suffisants. Et bien pour toutes ces raisons-là, il peut être amené à vendre ses obligations avant l'échéance de remboursement, donc avant que 5 années se soient écoulées. Donc question, à combien notre créancier, c'est-à-dire notre investisseur, peut-il espérer revendre son obligation le 1er janvier 2021 ? La réponse, tout va dépendre du taux d'intérêt en vigueur ce jour-là. C'est-à-dire tout va dépendre des taux d'intérêt appliqués aux obligations émises à cette date, c'est-à-dire en 2021. On imagine que les obligations émises en 2021 à un prix de 100 € sont rémunérées par un taux d'intérêt de 5%. Autrement dit, pour 100 € d'obligation, cette obligation rapporte 5 €. C'est son coupon, c'est-à-dire c'est le revenu de l'obligation. Donc question, combien doit valoir au maximum l'ancienne obligation pour espérer pouvoir la revendre? Réponse, le prix qui permet d'obtenir la même rentabilité que les nouvelles obligations. Alors effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs qui veulent acheter des obligations vont se demander est-ce qu'il vaut mieux acheter une nouvelle obligation émise en 2021 ou bien est-ce qu'il est plus intéressant pour eux d'acheter les anciennes obligations émises en 2018. Alors, pour répondre à cette question, on va poser un produit en croix et considérer qu'une émission d'obligations de 100 € aujourd'hui en rapporte 5. Donc question, quel est le prix de l'ancienne obligation qui, elle, ne rapporte que 3 €? Donc on pose notre produit en croix et on voit ici que désormais le prix de l'ancienne obligation a baissé, il ne s'élève plus qu'à 60 €. Donc notre obligation qui a été émise à un prix de 100 € le 1er janvier 2018 ne vaut plus que 60 € 3 ans plus tard, le 1er janvier 2021. Donc question, comment expliquer cette baisse? Alors pour répondre à cette question, il faut qu'on reprenne l'opération que l'on vient de faire. Pour calculer le prix, on a multiplié 3 fois 100 sur 5. Autrement dit, on a pris le coupon de l'ancienne obligation multiplié par 100 sur 5. Donc ça peut se réécrire comme ça. Multiplié par 100 sur 5, ça revient en fait à diviser par 5 sur 100. Or, 5 sur 100, c'est le taux d'intérêt appliqué sur les nouvelles obligations. Donc vous le voyez, le prix des anciennes obligations est égal à leur coupon divisé par le taux d'intérêt appliqué sur les nouvelles obligations. Alors d'après cette formule, on le voit, le prix des anciennes obligations diminue au fur et à mesure que les taux d'intérêt appliqués sur les nouvelles obligations augmentent. C'est ce que nous montre notre courbe ici. Il y a une relation inverse entre le prix des anciennes obligations et le taux d'intérêt appliqué sur les nouvelles obligations. Donc je le répète, plus les taux d'intérêt augmentent, plus le prix des anciennes obligations diminue. Question, comment l'expliquer? Pour répondre à cette question, il faut que l'on s'intéresse au fonctionnement du marché secondaire des obligations.
Ce marché peut être représenté de manière traditionnelle en mettant les quantités d'obligations échangées en abscisse et les prix en ordonnée. On a une offre d'obligations qui croît avec le prix et une demande d'obligations qui décroît avec le prix. On a ici un équilibre qui correspond en fait à l'équilibre initial, c'est-à-dire à l'équilibre le jour où ces obligations ont été émises, c'est-à-dire le 1er janvier 2018. Donc le 1er janvier 2018, rappelez-vous, ces obligations avaient été émises à un prix de 100 € pour un taux d'intérêt de 3%. On a vu dans les diapos précédentes que quelques années plus tard, donc en 2021, les taux d'intérêt applicables sur les nouvelles obligations avaient augmenté. Autrement dit, les anciennes obligations deviennent moins rentables. Les anciennes rapportent 3% d'intérêt, alors que les nouvelles rapportent désormais 5%. Autrement dit, on va avoir un déplacement de la courbe d'offre vers la droite, ce qui veut dire qu'on va avoir un certain nombre d'investisseurs qui vont vouloir vendre leurs anciennes obligations parce que désormais les anciennes obligations sont moins rentables que les nouvelles. A contrario, on aura une baisse de la demande pour ces anciennes obligations puisque, là encore, pour les mêmes raisons, il est préférable d'acheter les nouvelles obligations plutôt que les anciennes. Dans le mécanisme de marché classique, on a simultanément une hausse de l'offre et une baisse de la demande des anciennes obligations, ce qui se traduit par une baisse du prix, donc de 100 € à, on l'a dit, 60 €. Donc le prix baisse jusqu'à ce que le nouveau prix égalise les rendements entre anciennes et nouvelles obligations, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit égal au rapport, on l'a vu, au rapport coupon sur T. Voilà, cette vidéo un peu technique est maintenant terminée. N'hésitez pas à faire une pause sur le bilan qui s'affiche maintenant. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.